professeure Duduche. Avec elle, pas de retenue. Montréal pue, et ça pue partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, sans défaut. Rémi Villemure. Est-ce que vous vous souvenez du film Tanguy? C'était l'histoire d'un gars qui, il partait pas de chez lui. Je pense même qu'il y a eu un Tanguy 1 puis Tanguy 2. Même eux, ils étaient pas capables de partir de leur idée de film. Et donc maintenant, quand on parle de quelqu'un qui veut pas partir de chez lui, là, un enfant qui continue à habiter chez ses parents, on dit un Tanguy. Il y a un reportage intéressant dans le magazine Maclean's là-dessus, justement, sur les Tanguys. Rémi Villemure? Oui, et puis ça arrive, je pense, à un bon moment dans l'année, puisque les locataires commencent à recevoir leurs augmentations. Donc, c'est dans l'air, là, on discute de loyer, du prix du loyer, des compromis qu'il faut parfois faire. Et ce reportage-là raconte l'histoire d'une famille qui habite dans la région de Toronto. Ouais. C'est une mère qui a deux enfants en âge adulte, là, donc des enfants dans la vingtaine en montant. Et ces enfants-là restent avec elle. Et on nous raconte toute leur histoire. Donc, comment ça commence, en fait, c'est qu'au départ, ça commence durant la COVID. L'enfant en question, Touli, s'appelle-t-il, le garçon, le aîné. Lui, il décide de partir au Honduras, suivre un cours pour apprendre à faire de la plongée sous-marine. Et il vit pour la première fois de toute sa vie une existence à l'extérieur de la maison. Donc, tu sais, il aime ça. Ben oui, il aime ça. Il habite, dans des conditions un petit peu difficiles. Hein. Il habite sur un matelas qui est couché sur le plancher dans une maison. Il a juste le droit à l'étage d'une maison, mais c'est beau. Tu sais, on lit son histoire puis on se rappelle nos premiers appartements, comment c'est particulier pour ne pas dire. L'autonomie, on aime ça. Oui, c'est ça, exactement. Puis ça a un prix, ça. Et là, le garçon revient. Et là, il commence sa carrière professionnelle. Il ne deviendra pas plongeur, finalement. Et il commence à faire quand même un bon salaire. Écoute, il est dans la mi-vingtaine. Il fait 65 000 par année. C'est un bon salaire. Je sais qu'à Toronto, c'est cher, mais 65 000 par année, selon lui, ce n'est pas assez pour vivre soit tout seul ou soit même en colocation. Donc, Qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de retourner chez ses parents, chez sa mère, à qui il paye un loyer. Donc, c'est assez particulier parce qu'il gagne 65 000 par année et il dit à sa mère, je te donne 700 $. En échange, j'ai, évidemment, les courses. L'usufruit. Ah, OK. Non, c'est ça. Tu t'occupes des courses, tu t'occupes de payer les factures, chauffage, tout ça. Moi, je te donne 700 $ et j'ai ma chambre de bain. Et là, finalement, ce garçon-là, qui doit répondre aux questions de la journaliste du Maclean's, dit « Non, mais le monde a changé. Vous pouvez porter un jugement sur moi, mais c'est cher aujourd'hui. Ce ne l'était pas autant pour mes parents. Et en plus, et j'avais jamais entendu cette explication-là de ma vie, je dois dire, il dit le portrait démographique du Canada a changé avec l'immigration, donc les mœurs ont changé. Donc, les communautés culturelles qui se sont intégrées au Canada et qui, dans leur pays d'origine, vivent comme ça, dans des maisons, comment on appelle ça, multigénérationnelles, intergénérationnelles. Avec la grand-mère, avec l'arrière-grand-père, puis bon, j'irai pas plus loin, là. Donc, on vit comme ça. Donc, les Canadiens, les WASP, les Canadiens d'origine... White, anglo-saxons, protestants. Eux, ils ont intégré cette nouvelle façon de vivre. Et là, je me dis, Sophie, en lisant ce reportage, c'est du gros n'importe quoi. Et que maudit que l'humain est bon pour inventer des excuses aussi. Non, mais ça va faire à un moment donné. Tu gagnes 65 000 $, tu devrais être capable. Mais en fait, tu devrais être capable de faire exactement ce que tu fais, mais avec des gens qui ne sont pas de ta famille. Parce que dès que commence la colocation, commence un mot que j'utilise depuis plusieurs fois, là, depuis tantôt, la vie. La vie. La vraie quand commence vie. La colocation, quand tu sors de chez tes parents, la vie commence. Tu découvres la vertu des pâtes au beurre. Tu découvres que dans un 1,5 pas chauffé... Le crabe dinner en spécial à 1,29 $ au Pharmaprix ou je sais pas quoi. Je confirme, parce qu'il m'arrive de devoir me fier à ça. C'est bon, des fois, des crabes dinner. De temps en temps. Bon, mais alors, c'est intéressant parce que je comprends que ce reportage-là, donc, parle d'une famille à Toronto où il y a des Tanguys, mais on pourrait faire aussi un reportage ici Bien au Québec sûr. où il y a évidemment de plus en plus de gens parce que soit ils partent en colocation puis à ce moment-là, c'est prohibitif, ça coûte très cher, ou alors il y a aussi toute la question de l'accession à la propriété. C'est-à-dire que dans mon jeune temps, on pouvait se dire, bon, je vais manger des sandwichs au ballonné pendant 5 ans, mettre de l'argent de côté, puis dans 5 ans, je vais avoir assez d'argent pour mettre un acompte sur une première maison ou un premier condo ou un premier chez moi, même si c'est juste un 1,5. Aujourd'hui, c'est plus vrai.
Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi tant de gens de la génération Z qui restent chez leurs parents parce que l'accès à les propriétés, ils ne peuvent pas en rêver. Ils peuvent juste attendre que leurs parents meurent pour hériter de la maison, puis c'est tout. Ouais, mais j'ai un malaise avec ça. Pourquoi? Parce que, écoute, c'est sûr que le cas de figure que tu viens de proposer, il est intéressant. La personne qui décide de vivre chez ses parents 50+, pour mettre de l'argent de côté pour devenir propriétaire. OK, d'accord, mais je suis pas sûr que c'est l'histoire de ce garçon qui s'appelle Touli, qui paye un loyer. Il paye le même montant qu'il payerait avec des gens qui ne seraient pas de sa famille, mais il ne veut pas sortir de chez lui. Elle est là, l'histoire. Et dans le reportage, il dit, moi, vous savez, pensez pas que je suis un Tanguy. Il dit pas Tanguy, évidemment, les Canadiens anglais connaissent pas cette référence, mais il dit, moi, j'étais bien quand j'étais au Honduras. Mais t'étais pas si bien que ça, d'après moi, parce que quand t'es revenu, t'es pas allé en colocation avec tes amis à 700 $ dans un appartement. T'habites dans un appartement. Non, mais c'est ça. OK. Alors, ce que t'es en train de nous dire, c'est encore une fois ton œil de sociologue, et c'est pour ça qu'on t'aime et qu'on t'apprécie, Rémi, c'est que derrière ces supposées raisons de dire c'est pour économiser de l'argent, puis culturellement, le multiculturalisme a fait en sorte que la vraie raison, c'est on aime donc ça, être dans l'environnement de petites bulles, de papier bulle de nos parents. Comme ça, on n'affronte pas la vraie vie. Ben oui. L'être humain est bon pour s'inventer des excuses. Écoute, il faut des chiffres, OK? Statistique Canada. En 1981, là, OK, les 25 à 29 ans, il n'y avait que de 11% d'entre eux qui vivaient encore chez leurs parents. Donc, 1 sur 10, 25 à 29 ans en 1981. Ouais. 40 ans plus tard, ça a triplé. On est rendu à 33%. OK? Puis si on fait les 20-29, mais j'aime moins cette statistique-là parce que les 20-25, tu sais, c'est pas les 25-29. On s'entend que la vie va vraiment vite là, à partir de cet âge-là, mais c'est quand même aujourd'hui 46% des 20-29 qui habitent chez leurs parents. Wow. C'est 1 sur 2, Sophie. Donc évidemment qu'il y a beaucoup là-dedans de gens qui en ont 21, 22, 23, mais ça commence à être vieux, 23 ans, là, ou même 22 ans pour être encore chez tes parents. Moi, j'ai rien contre, en passant, parce que je connais des gens qui sont retournés chez leurs parents. Il y a eu une urgence, il y a eu une dépression, une rupture. Non, ça, on parle pas de ça aujourd'hui, là. On parle de ceux qui décrochent pas. Ah non, mais on parle de ceux qui même reviennent pour de bon, comme ce monsieur Touli, là. Mais oui. Touli, c'est un monsieur, Touli, là. Touli, il dit... Moi, j'ai l'impression que tu as fait toute cette chronique-là juste parce que tu avais envie de dire en nom le nom du gars qui s'appelle Touli. Je t'avoue que ça fait partie des explications. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est clair que... et je m'inclus là-dedans, ma génération, on a surprotégé nos enfants. Ah. Et alors, quand tu surprotèges tes enfants, ça fait quoi? Ça fait des enfants surprotégés qui ne sont pas à même, justement, de faire face aux aléas de la vie, qui sont pas capables. La première fois qu'ils se font dire non, ils capotent. La première fois qu'ils vivent un obstacle, ils capotent. La première fois qu'ils sont confrontés à un milieu du travail qui peut être hostile, qui peut être toxique. Donc, tout ça, ils sont pas, autrement dit, on les a pas équipés pour la vraie vie. Mm-hmm. Alors, c'est sûr qu'ils ils sont pas capables de couper le cordon ombilical parce que dans le ventre de maman, ou dans le ventre du foyer familial, on est donc bien. Mais on se prépare, Rémi, des lendemains assez compliqués, là. C'est terrible parce que petit scoop, Sophie, ces jeunes-là vont avoir des enfants. Eux autres aussi. Ah, quelle horreur. Ah non, mais c'est ça. Mais écoute, c'est ça. Ils peuvent pas forniquer. Il y a papa, maman qui est juste à côté. Tu serais surprise. Non, mais écoute, c'est qu'ils vont avoir des enfants et ça va se transmettre, cette mauvaise habitude-là, cette peur de tout. Y compris des choses qui font peur, effectivement, mais qui sont bonnes à long terme. Quand on regarde sa vie 10 ans en arrière, on se dit, c'est drôle, moi, j'habitais avec 5 personnes dans une maison. J'habitais dans le sous-sol. Il fallait que je monte à chaque fois pour me verser un verre d'eau. J'avais l'impression d'être pauvre. Je l'étais, mais ça m'a formé comme être humain. Touli, il vivra pas ça. Ouais. Puis honnêtement, c'est terrible parce que lui, il vivra pas ça. Un jour, il va tomber en amour, il va faire des enfants. Quelle mauvaise idée, parce que ses enfants, qu'est-ce qu'il va leur transmettre comme façon de vivre? Espérons un miracle, honnêtement, à ce rythme-là. Espérons qu'ils transmettent exactement le contraire, mais c'est peu prévisible. On s'entend. Toi, t'es parti en appartement à quel âge? À 17 ans. C'est jeune. C'est très jeune. C'est pas un exemple. Mais je veux dire, c'est sûr que quand je vois des gens de 23, 24 ans encore chez leurs parents, le fait que je sois parti à 17, ça fait en sorte que j'ai un sentiment un petit peu, je veux dire, je comprends pas cette vie-là, pour vrai. Mais 20 ans, là, je trouve que... Moi, je suis partie à 21. Ben voilà. Puis, je me rappelle mon premier appartement, la première nuit, quand t'es dans ton premier appartement. Moi, j'ai jamais eu de coloc, mais ma première nuit dans mon premier appartement, je me disais, c'est mon lit, c'est mon loyer, c'est mon pot de confiture.
quel sentiment extraordinaire. Alors, je sais pas si mon fils écoute en ce moment l'émission. Il va avoir 17 ans dans 3 semaines. Tu peux lui parler si tu veux. Non, c'est pas nécessaire. Je sens que le nid vide, ça va être très dur pour moi. Merci beaucoup, Rémi Villemur. Toujours un plaisir. Merci à Hugo Veilleux. Merci à Joanie Henry. Merci beaucoup à vous d'avoir été là. On se retrouve demain.